Puisque vous voulez travailler avec des images numériques au sens large du terme, que ce soit des dessins scannés, des photos, des illustrations, que ce soit des photomontages, même des rendus 3D, puisque vous voulez travailler avec des images numériques, donc, il faut vraiment comprendre le concept de résolution et de taille de l'image. Là, vous avez deux images, une qui paraît visuellement plus grande et l'autre plus petite. Évidemment, c'est lié au niveau de zoom. Là, je suis à 25% de zoom et là, je suis à 50%. Maintenant, je vais mettre les deux à 50% de zoom. Et vous voyez que finalement, c'est celle du haut qui est la plus grande, entre guillemets. Bon, évidemment, ça, on ne pouvait pas le savoir si on ne mettait pas les deux images au même niveau de zoom. Maintenant, on le sait, c'est a priori celle du haut qui est la plus grande en termes de taille. Mais de quoi on parle concrètement quand on parle de taille d'une image? En fait, ça peut évoquer deux choses différentes. Ça peut évoquer d'une part la résolution, c'est-à-dire le format en pixels, ou alors la taille d'impression, c'est-à-dire le format quand vous allez imprimer sur papier. Ce sont deux choses qui sont liées, mais en même temps, c'est pas tout à fait la même chose. Donc on va voir ça dans le détail. Pour connaître la taille de votre image, celle-ci par exemple, il faut aller dans le menu Images, taille de l'image. Trois petits points, ça veut dire que ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre. Là, dans taille de l'image, vous allez pouvoir modifier la taille, mais avant de la modifier, on peut tout simplement en prendre note et la connaître. Les dimensions, ce sont 2600 pixels, donc ça c'est la largeur, sur 1733 pixels, ça c'est la hauteur. Ce sont les dimensions en pixels, donc la taille de mon image en pixels. Ça c'est important à connaître si vous voulez par exemple poster ça sur Facebook ou sur un site internet ou l'envoyer par email. Il faut savoir tout simplement qu'à partir de 900 pixels de large, ou 800 même, une image est tout à fait publiable sur internet et on n'aura pas trop de perte de détails à partir du moment où on ne zoomera pas. La plupart du temps, les images affichées sur internet, on ne zoome pas dessus en fait. Elles s'affichent comme elles s'affichent, et donc 800 ou 900 pixels de large, c'est suffisant. Donc là, avec 2600 pixels, vous allez pouvoir faire carrément un fond d'écran. Ok, je vais annuler ça, je vais venir sur l'image suivante. Image, taille de l'image. Celle-ci fait 2200 sur 1468, donc c'est à peine plus petit. C'est le même ordre de grandeur, on va dire. Si j'augmente le nombre de pixels, je vais aussi augmenter la taille d'impression. La taille d'impression, elle s'exprime en centimètres, en millimètres ou en pouces. Donc là, c'est à vous de voir. Là, je suis en centimètres, donc si j'imprime mon image à 100%, elle fera 18 cm sur 12. Je vais revenir sur la précédente. Celle-ci fera 22 cm sur 14. J'ai la possibilité de passer à centimètres, 2 cm à millimètres. Donc là, évidemment, c'est 220. J'étais à 22 cm, ça fait 220 mm. Et je peux passer en pouces. Donc là, ça me donne tout simplement la conversion exacte en pouces. Mais j'ai aussi la possibilité de passer en pixels. À ce moment-là, ça va me redonner les valeurs que j'avais au départ. Si je viens mettre 900 pixels, vous voyez que grâce à ce lien qui est coché, et que je peux décocher, quand je modifie une des deux valeurs, l'autre est modifiée également, ce qui permet de garder les proportions. Donc là, si j'écris 900, mon image, je vous l'ai dit, à 900 sur 600, eh bien, elle peut tout à fait être publiée sur Internet, elle restera propre. Je vais valider. Évidemment, elle est plus petite. Si je viens zoomer, jusqu'à 100%, elle sera propre. Et au-delà de 100%, on va commencer à avoir des pixels. C'est logique. Ce sera la même chose avec cette image. À partir de 100% passé, ça commence à pixeliser. Donc ça, c'est vrai, quelle que soit la résolution, quelle que soit la taille. Ok. Donc là, en gros, ma taille d'impression, c'est ça. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Après, ça va commencer à pixeliser. J'ai donc une image qui fait 900 sur 600, et je peux voir ce que ça fait en centimètres. C'est en fait une image qui fait 7 cm sur 5. Donc vous voyez, les notions de pixels et de taille réelle en centimètres sont liées. Ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que celle-ci fait 7 cm de large, l'autre qui est toujours à sa résolution de départ, si je passe ici en centimètres, elle ferait 18 cm de large. Vous, ce que vous allez prendre en compte, eh bien c'est l'un ou l'autre, selon ce que vous voulez faire de votre image.
Si vous voulez la publier sur Internet, vous allez passer en pixels et vous allez réduire les valeurs. Si vous voulez au contraire imprimer, vous allez mettre en centimètres et vous allez essayer de vous rapprocher du format réel que vous voulez pour votre impression. C'est aussi simple que ça. La résolution, c'est, si vous voulez, la densité des pixels, à quel point, vous savez, les pixels, c'est tout simplement, je vais revenir au départ, si je zoome très près, c'est des petits carrés de couleurs qui sont agencés sur une grille, et ils sont tellement petits que après, ça donne des nuances de couleurs. Bon. Image, taille de l'image. La résolution, c'est tout simplement le nombre de pixels sur 1 pouce. 1 pouce, je ne sais pas combien ça fait de centimètres, mais peu importe. Sur la distance 1 pouce, vous allez avoir ici 300 pixels. Ok. Maintenant, l'image qui est en dessous. Image, taille de l'image. Je vais passer à 72. Vous allez avoir beaucoup moins de pixels sur la même distance. À ce moment-là, elle va pixeliser beaucoup plus tôt. Puisqu'on aura moins l'impression de détail. Pourquoi? Tout simplement parce que sur la même distance, on a moins de pixels pour composer les nuances. Ok, tout ça, je pense que c'est assez logique. Je dézoome sur les deux. Maintenant, image, taille de l'image. Qu'est-ce qu'on choisit comme résolution? Eh bien, retenez cette règle de base. 72 pixels par pouce, ou dpi, des fois ça se note dpi, dot per inch, pixels par pouce, c'est pareil, c'est de l'anglish. Donc, cette résolution de 72 pixels par pouce ou dpi vous permet de publier vos images sur Internet avec des résolutions correctes. C'est-à-dire que ça va s'afficher de toute façon sur un écran à 72 pixels par pouce. Après, vous avez 300 qui va être plutôt adapté pour tout ce qui est impression. Si vous mettez ici une résolution de 300 avec une taille de 20 cm par exemple, vous savez que vous pouvez imprimer jusqu'à 20 cm sans perte de qualité. Donc règle d'or, 72 si vous voulez publier sur Internet et 300 si vous voulez imprimer. Et ensuite, on n'oublie pas de régler la taille réelle pour l'impression. En matière d'image numérique, il y a parfois des notions qui peuvent embrouiller le débutant. Et en voilà une pas mal dans le genre. On va aller dans Image, taille de l'image. On a vu un petit peu le principe des dimensions, en pixels, avec la notion de résolution, qui est en fait la densité des pixels. Bon, on va pas refaire l'histoire, on vient de le voir. Et là, vous avez taille de l'image. Ne pas confondre taille de l'image et dimension. En fait, c'est pas très clairement exprimé, mais ce qu'on appelle la taille de l'image, c'est en fait le poids du fichier, si vous voulez. Alors que les dimensions, c'est la taille. Voilà, vous voyez, c'est pas toujours très clair. Donc les dimensions, c'est la taille entre guillemets, que ce soit en pixels ou en centimètres. Et ce qu'ils appellent taille de l'image ici, c'est son poids. Le poids est bien sûr lié aux dimensions. Vous voyez que là, j'ai une image qui fait 2600 pixels avec 300 pixels par pouce. Si je passe à 72, c'est-à-dire pour publier sur Internet, vous voyez que le poids est passé à 760 kilo-octets. Et avant, j'étais à 12,9 MO. Je vous rappelle, bien sûr, que 1 MO, c'est 1000 kilo-octets. Donc là, je suis à moins d'1 MO pour la même image, tout simplement en réduisant la résolution, puisqu'il y a moins de petits pixels, donc moins d'informations. Donc l'image est moins lourde, mais en contrepartie, elle va être nette moins longtemps quand vous allez zoomer dessus. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez que en modifiant la taille ou la résolution, parce que ça marche aussi avec la taille, bien sûr, si je mets 900, eh bien, en modifiant ces paramètres-là, je peux savoir et prévisualiser quel poids fera mon image. Donc ça, c'est pas mal quand même, si vous voulez envoyer une image par email, par exemple. On va partir de là. Je fais image, taille de l'image, et puis je veux l'envoyer par email. Je sais qu'elle fait 12,9 MO. Je me dis, bon, ça peut passer, jusqu'à 20 MO, je peux l'envoyer sans problème avec Gmail, par exemple. Mais bon, c'est un peu lourd quand même, ça risque d'être un peu long, parce que j'ai une connexion pourrie, etc. Bon, je me dis, allez, je réduis la taille, je passe à 900. J'ai bien coché ça de façon à garder les proportions. Je vous rappelle. Et je sais que maintenant, mon image en fera 1,54 MO, avant elle faisait 12,9. Ça me va, c'est cool. Au niveau de qualité, bon, faut pas trop zoomer, mais ça reste quand même
quelque chose de correct à visualiser sur un écran, un smartphone, une tablette. Donc je dis banco, je suis passé de 12,9 MO à 1,5. Tout ça grâce à mon menu taille de l'image qui me permet non seulement de gérer la taille visuelle, mais également son poids. Dans Photoshop et en matière d'imagerie numérique en particulier, il est important de comprendre le principe des modes d'image, donc déjà de comprendre le principe et ensuite de connaître les principaux, le RVB et le CMJN, qui sont vraiment les plus importants. Évidemment, il existe d'autres modes d'image dont on parlera également, mais les principaux ce sont RVB et CMJN. J'ai ici ouvert deux images. Cette image est en mode RVB et cette image est en mode CMJN. A priori, rien ne les distingue visuellement. On voit ici qu'on a le nom de l'image. Le A, 25%, c'est le niveau de zoom. Ici, l'autre, elle est à 33%. Et on a entre parenthèses RVB. Et ici, entre parenthèses, CMJN. Donc c'est déjà ce qui me permet de savoir quel est le mode d'une image que j'ai ouvert dans Photoshop. Ça, rappelez-vous-en, c'est toujours écrit dans le petit onglet. On a également la possibilité d'aller dans Image, Mode. Et là, vous allez avoir le mode qui est coché. Ici, c'est RVB. Image Mode. Ici, c'est CMJN. Donc encore une fois, deux façons différentes pour savoir cette information. Est-ce que mon image est en RVB ou est-ce que mon image est en mode CMJN? On a également la possibilité de changer de mode. Là, par exemple, je suis en CMJN, je peux aller dans Image Mode et puis passer en RVB. Vous voyez que visuellement, ça se traduit par pas grand-chose. On n'a pas de grosses modifications, en tout cas sur une image comme ça. Ok. On a également la possibilité d'essayer différents modes, comme le mode niveau de gris, qui va être un de ceux qu'on utilise aussi. Le mode niveau de gris permet tout simplement de supprimer les couleurs. Donc en fait, vous n'avez plus aucune information de couleur contenue dans l'image, mais seulement des informations de luminosité. Ça, vous le verrez, c'est pas forcément super conseillé. On préfère privilégier d'autres choses plutôt que le mode niveau de gris. Donc ça, je vais annuler. Puisqu'on est là encore dans les étapes d'initiation et de simplicité, on va dire, je vais m'exprimer très simplement. Le mode RVB, qui veut dire rouge, vert, bleu, entre parenthèses, le mode RVB sert à publier les images sur Internet ou à les envoyer par email, par exemple. C'est en fait un mode qui permet de restituer les couleurs fidèlement sur toutes sortes d'appareils. Donc ça peut être sur votre écran d'ordinateur, ça peut être sur un smartphone, sur une tablette, ou que sais-je encore. Le mode CMJN, cyan, magenta, jaune, noir, c'est en fait un mode qui sert à imprimer les images. Donc en fait, on va convertir les images RVB en CMJN avant de les imprimer, pour que l'imprimante puisse elle-même doser ses encres. Si vous avez déjà mis les mains dans une imprimante, eh bien vous savez que dans une imprimante, on a, en tout cas dans la plupart des imprimantes, on a une cartouche cyan, c'est-à-dire bleu, magenta, c'est-à-dire fuchsia, entre guillemets, jaune, et une noire. Ce sont les 4 couleurs d'encre qui sont utilisées pour générer toutes les autres couleurs d'impression. Et donc en fait, le CMJN va permettre d'indiquer à votre imprimante comment elle doit doser les 4 encres, tout simplement. Si vous imprimez directement une image RVB, l'imprimante va juste essayer d'interpréter ce qui est dans le fichier RVB, mais elle ne pourra pas restituer les couleurs aussi fidèlement. C'est pour ça qu'il existe ce mode CMJN. Donc concrètement, si vous voulez imprimer cette image, eh bien vous la réglez en mode RVB, vous pouvez faire vos petits réglages, la saturation, la couleur, tout ça on le verra de toute façon. Ok, je fais n'importe quoi. Et avant de l'imprimer, on va la convertir. On verra différentes méthodes, mais là je vais faire un petit peu la méthode la moins conseillée. Image mode CMJN. Les couleurs peuvent changer un petit peu selon les couleurs de départ, puisque en fait CMJN ne permet pas de restituer autant de couleurs que le RVB, c'est-à-dire que les couleurs trop vives, saturées, trop fluo ne vont pas pouvoir être converties en CMJN, puisque les encres ont des limitations en termes de restitution des couleurs. Le CMJN vraiment permet de restituer ce qu'une imprimante pourrait faire. Une fois que c'est converti en CMJN, je pourrais faire fichier imprimer,
Et là, je sais que mes couleurs vont vraiment ressembler à ce que j'ai à l'écran. Bon, tout ça, bien sûr, on y reviendra. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certaines couleurs converties en CMJN vont vraiment en pâtir. Regardez, je vais prendre une couleur assez vive. Prendre mon pinceau. Voilà, j'ai rechangé la couleur. Voilà, une couleur très vive. Je pourrais en mettre une deuxième. Ça, c'est des couleurs qui sont chatoyantes à l'écran, tant que je suis en RVB. C'est pas un souci, puisque l'écran est tout à fait capable de restituer ça. Par contre, si je passe en CMJN, image mode CMJN, là, je passe dans un mode qui va afficher uniquement ce qui est capable de faire une encre. 4 encres, pour être plus précis. Et donc là, vous voyez que je perds vraiment en luminosité. CTRL Z pour annuler, CTRL Z pour annuler l'annulation, avant, après. Ça, c'est ce que je vois à l'écran, ça, c'est ce qui va être imprimé. Donc vous comprenez bien l'intérêt qu'on a à convertir en CMJN avant d'imprimer. Ça permet de savoir ce qui va être imprimé, et éventuellement, ça permet aussi de corriger les différences. Mais ça, c'est une autre histoire. On va continuer un petit peu sur le thème de la vidéo précédente, l'histoire des modes, rouge, vert, bleu, sur magenta, jaune, noir, et on va parler des couches d'images. Alors les couches et les calques, parfois quand on débute, on confond un petit peu tout ça, et on fait une tambouille qui ne veut plus rien dire. Les calques, c'est tout simplement ce qui va vous permettre de créer des montages, d'ajouter des choses qui vont se superposer les unes sur les autres, et ainsi de suite. Tout ça, on le verra bien sûr dans le détail, ne vous inquiétez pas, pas de panique. Et de toute façon, pour l'instant, toutes les photos que j'ouvre sont composées d'un seul calque, le calque qui s'appelle arrière-plan, qui correspond tout simplement à l'image. Pas mal d'images, notamment les photos que vous allez ouvrir dans Photoshop, vont être composées d'un seul calque. Les couches, c'est autre chose. Les couches, c'est en fait la matière première, ce qui vient composer les couleurs de votre image. Là, je suis dans une image RVB. J'ai en fait 3 couches, une couche rouge, une couche verte et une couche bleue. Ce sont les couleurs des pixels. Pour créer ce rouge, vous imaginez bien que vous allez avoir une majorité de pixels rouges. Ici, ça va être une majorité de pixels bleus. Et ici, une majorité de pixels verts. Tout ça est logique, puisque ce sont les couleurs qu'on perçoit. Après, quand vous avez des couleurs qui sont différentes, ça va en fait être un mélange à chaque fois de rouge, de vert et de bleu. Et c'est ce mélange qui va donner toutes les autres couleurs. On va aller dans Fenêtre, Couche. Hop, c'est ce petit truc-là, ce panneau-là, que je vais ouvrir. Hop. Alors là, oh là là, c'est fatigant, on comprend pas trop ce qui se passe. Regardez, c'est en fait assez logique. Les couches dans Photoshop s'affichent en noir et blanc. Ça ne veut pas dire que les pixels sont noirs ou blancs, ça vous indique tout simplement la concentration des pixels. Alors, je m'explique. Là, c'est la couche RVB. C'est en fait la couche composite, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est celle qui compose l'image finale. La couche RVB, c'est tout simplement le résultat. C'est ce que vous allez visualiser sous forme d'image. On peut l'enlever pour ne plus la voir en venant cliquer sur une autre couche. Je clique là sur rouge. Qu'est-ce qui se passe? En blanc parfait, vous avez les zones qui étaient vraiment rouges dans l'image. C'est en fait les zones où sont concentrés les pixels rouges. Maintenant, si je clique sur la couche verte, en blanc, vous avez les zones où sont concentrés les pixels verts. Et même chose pour la bleue, les zones où sont concentrés les pixels bleus. Alors, si on reprend le cas du rouge, là où c'est parfaitement blanc, c'est du rouge pur. C'est pas dur. Mais après, vous avez par exemple ici du orange. On a du rouge aussi dans l'orange, c'est logique. Vous avez du violet. On a aussi du rouge dans le violet, mais un peu moins. Donc du coup, c'est un gris plutôt qu'un blanc. En fait, l'intensité lumineuse du noir ou du blanc sur la couche va juste représenter schématiquement, entre guillemets, la concentration de pixels d'une couleur. Donc là, vous avez beaucoup de rouge ici, beaucoup ici, un petit peu moins là. Vous n'en avez pas du tout au centre. Parce qu'au centre, c'est du vert. Et du bleu. On a du bleu dans le vert.
Voilà donc comment il faut comprendre cette histoire de couches. Les couches de l'image, c'est tout simplement des pixels d'une couleur qui sont plus ou moins concentrés, et mélangés aux autres couches, et ben ça vous donne la couche composite, c'est-à-dire la couche RVB ici. Tout simplement. Maintenant, on va compliquer un peu les choses et on va convertir cette image en CMJN. Image mode, CMJN. Déjà, vous voyez que les couleurs changent d'aspect puisque elles étaient trop vives pour être imprimées telles quelles, ça on l'a compris. Maintenant, la couche composite, c'est un mélange de cyan, magenta, jaune, noir. Ce sont, je vous rappelle, les 4 encres qui sont utilisées par votre imprimante. Et là, vous allez avoir les zones où il y a le plus d'encre cyan, les zones où il y aura le plus d'encre magenta, les zones où il y aura le plus d'encre jaune et de noir. Attention, grosse subtilité. Là, je vais vous perdre peut-être, mais repassez-vous la vidéo si ça devient compliqué. Vous vous rappelez qu'en RVB, les zones qui étaient blanches, c'était tout simplement les zones où il y avait le plus de la couleur. Bien là, c'est le contraire. Regardez bien. Là, le bleu, donc le cyan en fait, il est au centre. Et c'est la zone qui apparaît noire sur la couche cyan. Ici, on a du rouge, c'est en fait du magenta. Eh bien, ces zones-là apparaissent en noir. Alors pourquoi ça fonctionne comme ça? Eh bien, c'est tout à fait logique. Essayez de réfléchir un peu à la façon dont fonctionne l'affichage sur un écran et l'impression sur du papier. Quand vous affichez sur un écran, vous partez d'un support qui est sombre et vous allez mettre des pixels lumineux pour créer des couleurs. Donc en fait, vous ajoutez de la lumière. Quand vous imprimez, c'est le contraire. Vous partez d'un support qui est généralement blanc, la feuille de papier, et vous allez créer de l'ombre dessus en mettant des encres. Eh bien, c'est tout simplement ce qui est représenté par cet affichage schématique. Les encres sont représentées par des zones noires et la lumière est représentée par des zones blanches quand on passe en mode RVB. Tout ça, de toute façon, c'est assez théorique, c'est pas grave si vous ne le comprenez pas dans le détail. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en RVB, vous avez la possibilité de visualiser où sont les pixels d'une couleur donnée, tout simplement en venant voir l'intensité du blanc. Là, c'est assez facile à comprendre sur des couleurs séparées comme ça, mais ça fonctionne également sur des photos plus complexes. On va prendre par exemple celle-ci. Là, j'ai mon RVB. J'ai la possibilité d'afficher uniquement les pixels rouges. Donc, les zones les plus sombres sont celles où il n'y a pas de pixels rouges, et les zones les plus claires sont celles où il y en a beaucoup. Même chose pour le vert et pour le bleu. Avec le bleu, il n'y en a pratiquement nulle part, sauf sur la coquille. Quand vous avez 100% de bleu, 100% de vert et 100% de rouge, ça donne du blanc. Tout simplement. C'est comme ça que la lumière se combine. Quand vous avez 100% de cyan, magenta, jaune, noir, ça donne du noir. Bon, tout ça c'est très théorique. C'est pas grave si vous retenez pas tout, mais il fallait quand même que je l'explique dans le détail. En tout cas, sachez que le RVB, c'est bien sûr pour l'affichage sur écran. Le CMJN, c'est pour l'impression. Et vous pouvez visualiser les couches grâce, tout simplement, au panneau couche. Et, petite subtilité, mais si je modifie une couche, par exemple, si je modifie la luminosité de la couche rouge, ça va modifier les couleurs, puisqu'on n'aura pas la même répartition de pixels. Maintenant que vous comprenez un petit peu les bases du fonctionnement de vos images numériques, on va pouvoir petit à petit progresser vers leur modification. Pour moi, c'était important de prendre les choses dans l'ordre. Je sais que ça peut être un peu lourd, parce que très théorique au départ, mais vous allez voir que ça va être vraiment un gain de temps par la suite, parce qu'on n'aura pas besoin de réexpliquer tout ça. Et toutes ces choses-là, eh bien, sont les fondements de tous les réglages, de toutes les corrections que vous allez apporter avec Photoshop. Donc c'est très important. On va donc commencer à lire les histogrammes, ou analyser les niveaux, si vous préférez. Alors, qu'est-ce que tout ça? Je pourrais utiliser une image en niveau de gris, mais je vais quand même vous faire confiance, et on va utiliser des choses assez simples en termes d'exemple. Vous avez ici une image qui est très claire, avec un petit peu de sombre. C'est tout simplement un escalier en colimaçon. Ici, vous avez le contraire. Vous avez une image très sombre, avec une petite tache claire, qui est le parapluie, et une autre tache claire un tout petit peu moins claire, qui est la femme. Donc a priori, ici on a une image qui est plutôt sombre et sous-exposée,
Et ici, une image qui est plutôt pas surexposée, mais en tout cas bien exposée. Bon. Ok, on va aller dans Image, Réglage, Niveau. Image, Réglage, Niveau vous permet d'accéder à un histogramme qui représente la répartition des pixels dans votre image. Je vais peut-être commencer par l'autre, puisque ce sera un petit peu plus parlant. Je viens sur cette image, Image, Réglage, Niveau. Et là, vous avez l'histogramme qui correspond aux pixels de mon image. Cet histogramme, il représente tout simplement la luminosité de la couche RVB. La couche RVB, c'est tout simplement l'image telle qu'elle apparaît avec tous ces pixels de couleur. À gauche, vous avez les pixels les plus sombres, à droite les plus clairs, et au milieu, les pixels moyens. C'est symbolisé par un triangle noir pour les sombres, blanc pour les clairs et gris pour les tons moyens. Ce que vous avez en face, c'est une sorte de graphique, c'est l'histogramme, et là où vous allez avoir des pics, ça va correspondre à une concentration de pixels. Là, vous voyez que vous avez un pic très fort sur les tons sombres. C'est logique parce qu'on a beaucoup de pixels noirs en fait, pour l'arrière-plan. On a un tout petit pic sur les pixels clairs, ça correspond tout simplement au parapluie. Et au centre, on a quelque chose de très plat, c'est-à-dire qu'on a très peu de tons moyens. Les tons moyens, c'est des tons qui vont être ni très clairs, ni très foncés. C'est en fait la base et la femme. On en a assez peu. Voilà donc comment on peut lire un histogramme. Bon, à quoi ça sert de faire ça? Eh bien, dans ce cas-là, pas grand-chose, mais dans certains cas, ça vous permet de savoir, si vous n'arrivez pas vraiment à mettre le doigt dessus, si votre image a besoin d'un peu plus de lumière, d'un peu moins de lumière, d'un peu plus de contraste sur les tons moyens. Donc toutes ces petites choses-là vont pouvoir être analysées via cet histogramme de niveau. Et vous allez voir que ça va être utile pour pas mal de retouches. On va passer à cette image. Image, réglage, niveau. Vous voyez qu'en face, vous avez un raccourci, donc on va peut-être le faire, tiens. CTRL commande plus L, comme levels, pour les niveaux. C'est de l'anglish, encore une fois. Hop. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a très peu de noir. Ça correspond tout simplement à la rambarde. On a très peu de blanc, de tons très clairs. Par contre, on a un sacré pic au niveau des tons moyens. En fait, si la peinture blanche, ici, si l'enduit blanc était parfaitement blanc, on aurait un pic à droite et non au centre. Mais comme il n'est pas très intense en termes de luminosité, on a un pic au centre. Tous ces pixels sont plutôt neutres, ils sont ni très clairs ni très foncés, et donc ils font un pic au centre. Voilà donc comment on peut lire un histogramme. Ça, c'est deux exemples extrêmes, très simples, puisque très sombre, et ici plutôt très clair. Maintenant, si vous prenez une image plus nuancée, ça peut être intéressant de voir comment ça se comporte. Prendre celle-ci par exemple. Celle-ci, on a pas mal de tons moyens a priori, quelques tons clairs et quelques tons foncés. Image, réglage, niveau. C'est à peu près ce que je disais. On a quelques tons clairs, des tons moyens qui ont tendance à piquer vers le ton foncé, et assez peu de tons noirs. Le noir, ce serait l'extrémité gauche. Donc chaque image, bien sûr, a son histogramme. Il n'y a pas de forme d'histogramme idéale. On a l'habitude de dire qu'un histogramme en forme de cloche, c'est-à-dire avec une forme comme ça, c'est l'histogramme idéal. C'est pas tout à fait vrai. Tout dépend des conditions de prise de vue. Si vous voulez quelque chose de très neutre, c'est vrai qu'une forme de cloche, c'est bien. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas trop de tons foncés, pas trop de tons clairs, et que vous avez des tons moyens bien contrastés. Mais par contre, sur des cas comme celui-ci, avoir un histogramme en forme de cloche, ce serait bizarre, puisqu'on a un fond qui est parfaitement noir, et on a quelque chose de plutôt sous-exposé. Donc là, c'est logique qu'on ait davantage de tons foncés. Bon, si vous ne voyez pas encore l'intérêt de cet histogramme, je le comprends, mais mettez-le dans un coin de votre tête parce qu'on va s'en resservir plus tard. Vous le verrez quand vous commencerez à travailler sur des retouches photos, des photomontages, ce genre de choses,
Vous allez parfois vouloir avoir des informations locales sur des zones précises de votre image. Alors je vais garder cette photo de nu qui a l'avantage de présenter des tons parfaitement sombres, parfaitement clairs et moyens. Donc c'est assez intéressant pour ce que je veux vous montrer. On va découvrir un nouvel outil. Vous restez appuyé sur cette icône qui est l'outil pipette, on en reparlera. Et on va prendre l'outil échantillonnage de couleurs. Cet outil vous permet de déposer des petites épingles. On va en mettre une sur le fond noir, on va en mettre une sur le parapluie blanc, et on va en mettre une sur le genou par exemple. 1, 2, 3. Ce sont des échantillons de couleurs. Vous voyez qu'automatiquement, une fenêtre, la fenêtre information, s'est ouverte. Il arrive parfois que certaines fenêtres s'ouvrent automatiquement quand elles sont liées à certains outils. C'est le cas ici. L'outil échantillonnage de couleurs fonctionne avec information. Alors, comment ça fonctionne? Ici, on a le petit 1 qui correspond à ce point-là. On a le petit 2, dièse 2, qui correspond à ce point-là. Et le numéro 3, ici, correspond à ce point-là. Ici, vous avez les informations RVB. C'est en fait les valeurs de pixels à cet endroit précis. Bon, ça ne m'intéresse pas forcément. Je vais cliquer sur la petite flèche à gauche. Et là, je vais mettre par exemple niveau de gris. Ça me donne le pourcentage de noir. Donc sur le fond, je suis à 99% de noir. Maintenant, sur le point 2, je suis à 1% de noir. Et sur le point 3, je suis à 82% de noir. Ça vous permet, si vous voulez, de jauger la luminosité. Je pourrais également passer sur LAB. Lab, ça, inutile pour vous d'essayer de le comprendre dans le détail, mais le grand L veut dire luminosité. C'est ce qui va m'intéresser. Je vais passer sur Lab au niveau des 3 points. Et donc là, en termes de luminosité, sur le point 1, j'ai 1% de luminosité. Sur le point 2, j'ai 99% de luminosité. Et sur le point 3, j'ai 33% de luminosité. Donc vous voyez, le fait de déposer des points va me permettre d'avoir toutes les infos que je veux pour ce point précis. Là, je suis sur la luminosité, mais je pourrais très bien avoir les valeurs RVB, les valeurs CMJN, les valeurs de niveau de gris. Et le reste, on ne va pas trop en parler pour l'instant. Voilà donc encore un outil d'analyse assez puissant. Dans cet exemple, c'est évidemment pas indispensable, puisqu'on voit très bien qu'ici c'est pas lumineux, ici ça l'est, et ici un peu moins. Mais imaginez sur une image plus contrastée, ça peut être utile. Quand on fait des photomontages, quand on fait de l'étalonnage de couleurs ou de luminosité, eh bien ça a son petit intérêt. Le fait de pouvoir ajouter des points et avoir les informations qu'on veut pour chaque point. Allez, puisqu'on est dans le chapitre de l'analyse d'images avec Photoshop, quelque chose d'un petit peu anecdotique avant de passer à la suite, la possibilité de visualiser les métadonnées d'un fichier. Alors qu'est-ce qu'une métadonnée? C'est tout simplement des informations qui sont contenues dans le fichier mais qui ne sont pas visuelles. Donc ça peut être tout simplement des coordonnées GPS, ça peut être un copyright, ça peut être tout simplement des choses comme le nom du fichier, c'est une métadonnée aussi, le nom de l'auteur qui peut être inclus dans les métadonnées. Donc en fait c'est toutes les informations qu'on peut avoir et récupérer dans un fichier mais qui ne sont pas des informations visuelles. Bon. Pour visualiser les métadonnées d'un fichier dans Photoshop, on va tout simplement dans le menu Fichier, Informations. Alors là, je vous préviens, cette image contient pratiquement aucune métadonnée. Ça ne va pas nous empêcher quand même de voir ce que ça aurait pu contenir. Donc on a le nom, c'est à peu près tout. On pourrait très bien avoir le nom de l'auteur s'il l'avait renseigné. On pourrait avoir une description, une évaluation. On pourrait avoir des mots-clés, qui seraient utilisés ensuite pour la recherche dans Google et ainsi de suite. On a en tout cas la date de création, ça a été fait le 28 septembre 2016 à 13h35, et ça a été modifié au même moment. Ça, c'est les métadonnées de base. Après, on a les données d'appareil photo. Tout ça, c'est contenu dans les métadonnées. Donc, on sait que cette photo a été prise avec un Nikon D90. On a la distance focale, on a l'exposition, on a le réglage de sensibilité, on a l'ouverture, et on a la résolution, ainsi que la taille en termes de pixels. Donc ça, c'est pas mal quand même si vous voyez une photo qui techniquement vous plaît, que vous ne savez pas
quel réglage trouver pour essayer de reproduire la scène, ou en tout cas reproduire techniquement ce qui a été fait, eh bien vous avez déjà dans les métadonnées la focale, c'est déjà pas mal, donc ça vous donne une information sur l'objectif à choisir bien sûr, le temps d'exposition, l'ouverture, on a la sensibilité en termes d'ISO, donc tout ça, vous allez pouvoir essayer de le restituer dans les mêmes conditions, et puis du coup vous en inspirer. Ici, on n'a aucune information, mais on pourrait avoir la ville d'origine, les crédits, les instructions, toutes sortes de petites choses. On pourrait avoir le site internet, pardon, on pourrait avoir les coordonnées GPS pour savoir où ont été prises les photos, les données audio s'il y en a, etc., etc. Donc vous voyez que vous avez beaucoup de choses. Toutes ces informations, quand elles existent, peuvent être visualisées dans cette fenêtre information. Notez bien sûr que vous avez la possibilité, si vous êtes l'auteur du document, de venir compléter les informations. Si ce n'est pas vous qui avez pris la photo, a priori, n'y touchez pas, puisque ce ne serait pas tout à fait honnête.